Ça fait 7 ans maintenant que j'ai commencé à investir en bourse pour la première fois, le 19 septembre 2018 pour être exact. J'ai beaucoup appris pendant cette période, j'ai complètement modifié mon approche d'investissement au fur et à mesure du temps. Ça m'a coûté cher, j'ai fait des erreurs, j'ai beaucoup appris. J'ai pas investi autant que je le voulais ou de manière assez régulière, mais quand même ça fait maintenant 7 ans. Et malgré tout, j'ai quand même des performances qui sont plutôt intéressantes à la fois sur mon compte titre ordinaire et sur mon PEA. Alors aujourd'hui, je te montre les 6 leçons les plus importantes que j'ai apprises en investissant dans les ETF via mon PEA et mon compte titre ordinaire à travers de ces 7 années. J'ai fait plein d'erreurs et j'en ai tiré des leçons que je te présente maintenant et j'espère que si tu es débutant ou même avancé, eh bien ça pourra être extrêmement valable et intéressant pour toi. La première chose que je te recommande de ne pas faire, c'est d'investir dans des produits qui vont être extrêmement risqués alors que tu n'as pas encore bâti ton socle passif ou en tout cas un socle, une stratégie effective. Parce que devinez quel est le premier investissement que j'ai fait sur mon PEA. J'ai pas commencé à acheter un ETF MSCI World ou du S&P 500 ou du Nasdaq. Ah non, non, moi j'y suis allé franco et j'ai complètement pété un câble. À l'époque, je pense que je me suis même pas rendu compte du risque que je prenais en achetant ce produit financier-là. J'ai acheté un ETF Nasdaq Leverage x2. C'est-à-dire que lorsque le Nasdaq lui fait plus 2%, le Leverage x2 lui, il fait plus 4. Mais ça marche aussi dans le sens inverse. Si le Nasdaq se casse la gueule et fait moins 2, moi je me bouffe du moins 4. Tu comprends la logique et le risque qui va avec. C'était tout simplement inconscient de faire ça à l'époque, de commencer à acheter un produit financier hyper risqué au lieu de commencer à bâtir une stratégie efficace, un petit MSCI World pour commencer. Et qu'est-ce que j'ai fait de ce placement-là? Eh bien, au moment du Covid, je voyais que mon Nasdaq Leverage x2, eh bien, il diminuait, il baissait. J'étais quasiment arrivé au prix de revient unitaire auquel je l'avais acheté, et donc je l'ai vendu avec une toute petite plus-value, mais quand même une petite plus-value. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. Mais après, je ne me suis pas arrêté là. Vu que les marchés continuaient de descendre, eh bien j'ai acheté du BX4, ce qui veut dire que lorsque le CAC 40 fait du -2, moi je fais du +2. Sauf que le contraire est valable également, c'est le même principe. Et bien là, je me suis cassé la gueule littéralement. Et mon BX4, il s'est effondré. Sauf que là j'ai fait la même erreur, mais au lieu de sortir avec une petite plus-value, je me suis bouffé une grosse moins-value. Et puis comme jamais 203, j'ai continué avec un ETC levier sur de l'argent, mais cette fois-ci x3. Bah ouais, quasiment, on y va. x2, maintenant on passe à x3. Heureusement, au fur et à mesure que j'investissais, j'en apprenais de plus en plus sur les finances personnelles, etc., sur l'investissement, la bourse, et donc je me suis rendu enfin compte de mon erreur, jamais 203, mais au moment de la troisième, j'ai vendu cet ETC à effet de levier avec une petite plus-value et je n'ai plus jamais réinvesti dans des effets de levier. Tout ça pour dire, au lieu de chasser des coups et de vouloir rafler la mise, j'aurais dû définir un portefeuille d'ETF type pour construire une base beaucoup plus saine. Du MSCI World, un petit peu d'Europe, un petit peu de pays émergents, pourquoi pas du Russell 2000 et de l'or, et c'est tout. Ou alors simplement, si je voulais faire extrêmement simple, du MSCI World et basta. Alors heureusement, j'ai quand même mis ça en place au fur et à mesure, je vous rassure. Sauf qu'à ce moment-là, je suis tombé dans un autre écueil. Et c'est justement la leçon numéro 2. C'est de vouloir acheter trop d'ETF pour diversifier, mais au final, tu ne diversifies pas vraiment, tu as des doublons. Autrement dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, il y a tellement d'ETF disponibles qu'on peut être pris d'une petite folie du collectionneur fou. Attrapez-les tous, je les veux tous ces ETF, tous ceux qui performent bien, je les veux dans mon équipe. Alors là encore, ma façon d'investir a évolué au fur et à mesure du temps, mais au début, et c'est pour ça que maintenant, et j'ai fait cette vidéo où je te parle que j'ai beaucoup trop d'ETF, parce que j'ai commencé un petit peu à les collectionner. Fini les ETF leviers, donc ça c'est bien, on est sur quelque chose de moins risqué, même si la bourse, ça reste toujours risqué, on est d'accord. Après avoir lu des livres sur l'investissement, après avoir lu des livres sur les ETF, et avoir fait pas mal de recherches, je commence à me construire un petit portefeuille d'ETF. Alors à la base, je voulais un portefeuille diversifié, sauf que je te présente mes 3 premières lignes, MSCI World, S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000. Celui-là encore on peut le mettre à part, mais les 3 premiers, on est aux États-Unis et à 60 et quelques % aux États-Unis. Autrement dit, diversification géographique, on repassera. Du coup, j'ai un petit peu rajouté du Russell 2000 qu'on peut retrouver en partie dans du MSCI World par exemple. Et je me suis pas arrêté là, j'ai continué, je me suis dit, et pourquoi pas un petit peu de Japon?
ça se porte plutôt bien le Japon. Et pourquoi pas un petit peu de CAC 40, c'est pas ouf, mais bon quand même c'est la France quoi, c'est mon pays. Et puis pourquoi pas un peu de Eurostock 50. Et puis les pays émergents, on sait jamais. Taïwan, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et tout ça, ça peut être un bon deal. Donc j'ai fini par beaucoup trop complexifier mon portefeuille et à me diluer un petit peu partout en diversifiant sans vraiment diversifier puisque j'étais toujours majoritairement aux États-Unis. J'ai pas fait les calculs mais la question de savoir est-ce que tout ça, ça valait la peine, la réponse elle est très rapide, c'est non, pas du tout. J'en suis sûr. Je pense que j'aurais tout de même sous-performé un indice tout simple comme le MSCI World si je l'avais investi seulement là-dedans. Alors aujourd'hui, je me tâte à vendre certaines lignes ETF que j'ai sur mon portefeuille dans mon PEA, mais au vu des frais, je préfère les garder mais ne plus investir dessus et me concentrer sur 2-3 ETF plutôt. Mais je peux te dire que si je commençais à investir en ce moment, je passerais à une stratégie beaucoup plus simple, 3-4 ETF maximum et encore. Un socle offensif américain, alors peut-être Nasdaq 100 ou alors S&P 500 ou alors tout simplement du MSCI World. Un ETF pays émergent et un ETC or. Et c'est tout. Alors le TC Or, ça sera sur un compte titre ordinaire parce que c'est pas éligible au PEA. Et je sais que ça aurait quand même légèrement sous-performé le marché dans son ensemble, mais en tout cas là, ça aurait été de la vraie diversification dans différents types d'actifs qui sont peu corrélés. En fait, je pense que je suis parti du principe de, à vouloir ne manquer de rien, j'ai acheté un petit peu tout en doublon, en triplon. Donc la leçon numéro 2, elle est très simple, c'est simplifie-toi la vie si tu commences à investir. J'ai mis du temps à apprendre celle-ci, mais elle est ô combien pertinente pour éviter de sous-performer des indices phares comme le MSCI World ou le S&P 500 par exemple. La troisième leçon que j'ai appris au fur et à mesure d'investir dans des ETF, c'est de faire attention aux frais et différents types de frais. Alors certains types de frais vont être importants jusqu'à un certain point. L'avantage des ETF, c'est qu'ils nous permettent de diversifier nos investissements dans des milliers d'actions tout en payant des frais qui vont être minimes. Sauf qu'une fois que tu as choisi un ETF global avec des frais de gestion d'environ 0,30%, il y a un moment, il faut arrêter d'être obsédé pour pouvoir trouver encore moins cher. Et si je pouvais tirer 0,10%, etc. Je pense réellement que ça ne vaut pas ton temps. Et en plus, la logique, elle est au fur et à mesure que les acteurs prennent du pouvoir. On a Vanguard, on a iShares, on a Amundi, etc. Je suis convaincu qu'ils vont continuer à soit maintenir ou baisser un petit peu les frais des produits. Maintenant, en ce qui concerne les frais de transaction, là, malheureusement, je suis un petit peu frustré, tu vois, de mon PEA sur Boursorama parce que ça devient assez cher. Franchement, c'est très bien pour le compte courant, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais comparé à la concurrence, les frais de transaction, ça commence à faire un petit peu cher, je trouve. Maintenant, on a des acteurs comme Trade Republic, Saxo Bank, Fortuneo, Bourse Direct, Boursobank. On a même Interactive Broker aussi, qui est disponible pour PEA. Et franchement, je pense qu'ils font bien mieux cela. Alors après, Boursobank, c'est une institution. On a quand même la Société Générale derrière, donc c'est quand même costaud. Sauf que moi, là, en ce moment, j'ai tendance à investir environ 1000 € ou un petit peu plus sur mon PEA chaque mois. Et en termes de frais, c'est pas négligeable. Ça va me coûter environ 5 à 7 € de frais pour 1000 et quelques euros de transaction. Comparativement parlant, peut-être que Trade Republic, ça sera 1 € par exemple. Après, je sais pas, j'entends tout et son contraire sur Trade Republic, etc. Donc c'est difficile d'avoir un avis complet là-dessus, je trouve. Chaque broker, chaque courtier a ses avantages et ses inconvénients. La quatrième leçon, c'est que si on s'écoute tout le temps, eh bien ce n'est jamais le bon moment d'investir. C'est vrai, on n'a jamais l'impression que c'est le bon moment. En ce moment, les marchés, ils sont au plus haut, l'or est au plus haut, l'argent est quasiment au plus haut, le S&P 500, etc., les indices mondiaux phares sont au plus haut, et on se dit ouh là 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 là, je vais attendre. Sauf que lorsqu'il y a un crash du marché, et là on va se dire oui mais là c'est en train de descendre, alors je vais attendre aussi pour attendre le point le plus bas. Parce que bien évidemment, tu sais précisément quand est-ce qu'aura lieu le point le plus bas, je suis le meilleur. Et bien évidemment, on va ne pas passer à l'action. Et s'ensuit des semaines, des mois et peut-être même des années à attendre. Oui, mais là, Trump, oui, mais là, machin, oui, mais là, la guerre, etc. Et finalement, on rate des mois, des années de potentiel performance. En fait, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va nous permettre de nous inquiéter chaque année, chaque mois ou chaque semaine. Et ce qui est sûr, c'est que ça risque de certainement pas changer à l'avenir. En plus, si tu regardes des vidéos sur YouTube, merci de me regarder, oublie pas de t'abonner et de mettre un petit like, eh bien tu vas voir plein de contenus en mode crash imminent, qu'est-ce qui va se passer? Ça pullule de ça sur YouTube, surtout sur les contenus financiers, c'est ce qui fait cliquer, c'est du bruit, c'est pas un signal, c'est complètement du bruit, ça
ça sert quasiment à rien de regarder ces vidéos-là. Qu'est-ce que tu en ressors in fine? De la peur, alors que in fine, quand on regarde sur du long terme, bah ça se passe plutôt très bien. Si à chaque fois que tu écoutes les titres catastrophistes ou en tout cas les journaux ou les médias qui te disent « Attention, c'est la fin, ça va plonger, la bourse est en train de dévisser à la baisse, le CAC 40 enregistre son pire jour, etc. etc. » Voilà, c'est sûr, ça fait cliquer, ça leur file du pognon parce que toi tu cliques dessus, il va y avoir de la pub, etc. Donc c'est très bien hein, pour cette industrie-là. Mais par contre pour toi, pour ton moral, pour ta psychologie, c'est extrêmement négatif. Et je dois te dire que là-dessus, en tout cas, eh bien c'est quelque chose que j'ai pas forcément fait parce que je regarde pas forcément les news, je suis jamais au courant de rien. Et puis si ça doit arriver à moi, ça vient toujours par quelqu'un qui va me parler et dire « Oh, vous avez pas vu la dernière ?» Et là, je suis au courant, donc je me préserve, on va dire, c'est le mot, c'est préserver de toutes ces choses négatives qui nous entourent et qui ne servent strictement à rien. Donc je suis pas affecté, moi j'ai la stratégie du buy and hold, c'est-à-dire j'achète et je détiens, j'attends, je garde. Et pour l'instant, ça a été très facile pour moi. Et si tu investis dans un horizon de temps assez lointain, 10, 15, 20, 30 ans, bah, ça n'a aucun impact sur toi normalement. De toute façon, à mesure que tu vas gagner d'expérience, tu vas commencer à pouvoir voir les corrections comme de véritables opportunités. C'est les soldes, moins 5%, yes, je mets un petit peu d'argent, j'investis dessus, moins 10%, allez, j'en remets un petit peu, etc., etc. Et puis ça va venir lisser au fur et à mesure ton point d'entrée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah là là, la cinquième leçon que j'ai appris à mes dépens, c'est que les dividendes sont en grande partie sans importance. Alors je sais que ça va complètement en contradiction avec ce que j'ai fait ces dernières années à chasser les actions individuelles à fort rendement du dividende ou à rendement intéressant du dividende. Je le sais complètement ça. Alors même si je chassais des entreprises de qualité en regardant les fondamentaux, et bah au final ça m'a coûté très cher parce que comparé à un indice MSCI World, et bien mes performances, dividendes inclus, eh bien en termes de performance c'était nul à... Et encore en plus, on parle d'augmenter la flat tax en ce moment et des nouvelles taxes que le gouvernement peut nous pondre, etc. Le fait de recevoir des dividendes en tant que nous, Français, eh bien parfois, ça vaut pas vraiment le coup à cause de cette lourde imposition qu'on peut avoir. Le gouvernement, il risque de nous ponctionner nos petits dividendes, nos petites rentes durement acquises à la sueur de notre front et de notre travail, après avoir été imposés de multiples fois avant, et bien je pense que ça va continuer et peut-être s'empirer. J'espère pas, mais ça s'oriente pas dans la bonne direction en tout cas. C'est pour ça que toucher des dividendes via des actions ou des ETF sur le compte titre ordinaire et à moindre mesure sur le PEA, bah c'est pas ouf. Parce que c'est vrai qu'être attiré par le rendement du dividende c'est pas mal, mais il faut regarder le rendement total, c'est-à-dire plus-value et dividende combinés. C'est ça qui est très important, pas uniquement le rendement du dividende. Maintenant, lorsqu'il faut choisir entre un ETF distributif ou accumulatif, c'est sûr et certain que je vais choisir par défaut l'accumulatif. Alors le MSCI World que je possède, il est en distributif malheureusement parce qu'ils me l'ont changé, l'Ixor ayant été absorbé par Amundi, ils ont changé cet ETF là et ils l'ont mis en distributif. Je sais qu'il y en a accumulatifs qui existent, mais si je sors de position, je vais me faire très lourdement ponctionné, je vais quand même recevoir ces dividendes. Mais je sais que ce n'est pas la manière la plus optimale parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce dividende, je vais le recevoir sur mon compte espèces, eh bien, il va falloir que je réinvestisse normalement cet argent-là. Sauf qu'en réinvestissant, je vais repayer potentiellement la taxe sur la transaction financière ou en tout cas des frais de transaction et puis aussi des frais également de gestion pour l'ETF. Alors que si j'avais opté pour la version capitalisante, eh bien là, ça aurait été automatiquement réinvesti dans l'ETF. Donc c'était nickel. Après, il n'y a pas de souci. Si tu veux recevoir des dividendes sur ton compte de manière régulière, parce que ça te procure un effet psychologique positif ou parce que tu veux vivre de tes rentes ou n'importe quel objectif que tu as, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est peut-être pas le plus optimal. Et donc peu importe l'approche que tu choisis, le rendement il va être le même dans les deux cas, moins les impôts sur les dividendes en fonction des pays. C'est pour ça que sur le plan fiscal, eh ben, ça rend les ETF distributifs moins efficaces. La sixième et dernière leçon que j'ai apprise, c'est que la patience paye. Investir passivement dans un indice mondial en bourse via un ETF, ça peut sembler très facile, mais sans tenir à cette stratégie sur du très long terme, coûte que coûte, investir mois après mois
ou année après année, c'est ça qui va être le plus compliqué. Peut-être qu'à certains moments, tu vas te dire oui, mais investir dans un ETF comme ça, c'est un petit peu ennuyeux, ça manque de peps, ça manque un petit peu de folklore. Ton ETF, il évolue, on va dire de manière tranquille, alors que tu vois qu'il y a plein de petites boîtes ou de grosses boîtes qui sont en train de péter à la hausse, tu te dis que tu rates tout ça, toi. Sauf que là, on est sur du socle passif à long terme. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Donc faire l'erreur de changer soudainement de stratégie, eh bien, ça peut avoir un coût assez élevé. Ne pas être assez patient. Et te dire que finalement, tu vas investir dans des actions individuelles ou alors dans des secteurs d'ETF ou dans un investissement risqué qui a beaucoup plus performé récemment, dans l'espoir de générer des rendements plus élevés rapidement. Bah ça, je pense qu'il y a de fortes chances que tu risques de le regretter malheureusement sur le long terme. C'est pour ça que la majorité des investisseurs et même des gestionnaires de fortune et de fonds actifs, eh bien, ont tendance sur le long terme à sous-performer un simple indice. Et puis je me rappelle de la citation de Warren Buffett qui dit tout le temps que la bourse c'est le transfert d'argent entre les impatients vers les patients. Donc ça sert à rien de regarder ton compte de courtier tous les jours, ça sert à rien de flipper dès qu'il y a une annonce, on est là sur du long terme, donc ne te mets pas trop de pression là-dessus. Et bien évidemment, se rappeler que ce socle passif, il est là pour coller à la performance d'un indice, pas pour le battre. Si on le bat d'un petit peu, bah tant mieux. Ça veut dire que l'ETF, l'émetteur en tout cas, fait du bon travail. Mais ce n'est pas le but du portefeuille passif. Mais si tout ça c'est un petit peu ennuyeux, tu peux dédier une petite partie de tes investissements à, on va dire, de la spéculation court terme. Si tu veux acheter des actions individuelles qui ont tendance à bien performer, si tu as certains critères, etc., il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pour un but différent. Moi, par exemple, je pense que je vais m'y remettre en achetant quelques petites actions individuelles, que ce soit dans les secteurs qui sont en boom, etc., juste pour voir et pour documenter tout ça sur les réseaux. Mais en aucun cas, je vais établir l'ensemble de ma stratégie là-dessus. Ça sera quelque chose de très risqué, beaucoup de risques, beaucoup de performances ou pas. J'espère en tout cas que tu auras appris beaucoup de choses en voyant mes 6 leçons que j'ai appris via ces 7 années d'investissement dans les ETF. Et si tu t'intéresses à l'investissement, que tu n'as pas encore franchi le pas, ou alors que tu as déjà commencé à investir, mais que tu regardes beaucoup d'argent moisir sur ton compte en banque, regarde cette vidéo qui s'affiche juste ici, où je te montre les 5 raisons qui font que au-delà d'un certain montant, tu perds de l'argent, tu t'appauvris, que ça devient dangereux de détenir tout cet argent sur ton compte en banque. Et bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo.